Aujourd'hui, appel sur l'actualité est à Bamako. Juan Gomez. Bonjour à tous, bienvenue dans la capitale malienne où se tient jusqu'à demain le forum de Bamako qui rassemble des décideurs politiques, des universitaires et des membres de la société civile invités cette année à réfléchir sur le développement durable et le capital humain. Vaste thématique qui mérite bien 3 jours de colloque. En tout cas, ce matin, il me semblait intéressant de réunir autour de moi plusieurs intervenants du forum pour débattre autour d'un fléau qui constitue l'un des principaux obstacles au développement de l'Afrique, la corruption. Selon la Banque mondiale, elle ferait perdre chaque année 148 milliards de dollars au continent. Cela représente 25% du PIB annuel, de la richesse annuelle de l'Afrique. La corruption, obstacle à la croissance économique, au développement, mais aussi à la bonne gouvernance. Elle menace la bonne marche de la démocratie. Alors certes, vous me direz que le phénomène n'est pas propre au continent, il ne concerne pas que l'Afrique, mais si on en croit tous les rapports publiés par différentes ONG et notamment Transparency International, eh bien l'Afrique est la région au monde la plus mal classée en termes de perception de la corruption. Alors la corruption est-elle une fatalité pour l'Afrique? Vos réactions évidemment nous intéressent, vos témoignages, et on en parle avec mes invités que je vous présente. Moumouni Guindo, bonjour. Bonjour. Président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite du Mali, et je précise que vous êtes également le vice-président du réseau des institutions nationales de lutte contre la corruption de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez donc une vision globale de la sous-région. Avec nous également ce matin, un ancien Premier ministre de Guinée, Kwame Komara, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous. Vous avez également été haut commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Vous avez également conduit plusieurs missions d'observation de la CEDEAO, de l'Union africaine, lors d'élections présidentielles. La dernière, c'était au Burkina Faso. C'est bien ça. Merci encore d'être avec nous. Également à mes côtés, le député tchadien Saleh Kebzabo. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de l'Union nationale pour le développement et le renouveau, opposant historique au défunt président Idriss Déby Itno. Avant de passer au standard, messieurs, avant de donner la parole aux auditeurs, un tour de table rapide. Je le disais à l'instant en préambule, l'Afrique, lanterne rouge de la lutte contre la corruption. Est-ce une vue de l'esprit des ONG, puisque par nature, la corruption s'exerce dans le secret? Elle est difficile à calculer, difficile à mesurer, ou est-ce vraiment une réalité? Qu'en pensez-vous, Moumouni Guindo? Pour moi, c'est une réalité. Il faudrait essayer d'éviter de vouloir masquer le soleil de demain. C'est une réalité, nous devons y faire face, travailler pour réduire l'ampleur de ce phénomène, améliorer les choses, les conditions, mais la première chose commence par reconnaître que c'est une réalité. Kwame Komara, vous partagez ce constat? Je partage ce constat, mais je voudrais surtout ajouter que certains des adeptes de la corruption qui ont eu résister ont essayé de passer l'idée selon laquelle la corruption, c'est une forme de solidarité à l'africaine. Ce qui est dangereux parce que pour eux, quand vous vous enrichissez, vous partagez avec votre voisinage, mais ils oublient que ce que vous avez pris, c'est le bien public et que vous le partagez de manière patrimoniale et privative. Donc c'est essentiel que nous mettions fin à ce fléau. Saleh Kebzabo, vous êtes sur la même longueur d'onde que nos deux autres invités? Parfaitement, il ne faut pas tourner en rond inutilement. C'est une des gangrènes les plus graves sur notre continent. Et c'est certainement aussi le niveau de développement, ça on y reviendra, qui peut le justifier ou qui peut faire en sorte qu'on soit les derniers. Et pourtant, tous les présidents, tous les chefs de gouvernement, dès qu'ils arrivent au pouvoir, annoncent, promettent la lutte contre la corruption. Ce serait quoi, Saleh Kebzabo, la lutte contre la corruption? Un slogan électoral? Oui, absolument. C'est des discours vides. Même dans des pays comme le Mali, où il y a des organes pourtant très, très importants dans le domaine, on ne peut pas dire qu'on est au niveau de corruption zéro. Oui. Le plus important, je crois, après l'avoir annoncé, c'est de passer aux actes et mettre fin à l'impunité. Je crois que c'est un des problèmes que nous avons, c'est l'impunité qui fait que ça s'amplifie au sein d'une mauvaise gouvernance générale dans tous nos pays. Vous parliez du Mali, j'espère qu'on aura des auditeurs maliens dans le courant de cette émission. Nous allons, pour commencer ce débat, à Kinshasa. On a Robin en République démocratique du Congo qui souhaite témoigner. Bonjour Robin.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs. Vous disiez au Standard, la République démocratique du Congo est à terre à cause de la corruption. Oui, effectivement, le pays va mal parce que la corruption a atteint un niveau inexplicable. On peut voir facilement les généraux qui construisent des immeubles alors que les hommes de troupes n'ont rien, des politiciens qui s'enrichissent. Ils ont des écoles dans toutes les communes de la capitale. Alors on se demande, eux, ils gagnent de l'argent où? Alors que ceux qui sont enseignants, dans leurs écoles-là, n'arrivent même pas à nouer les deux bouts du mois. Oui. Les fonctionnaires, n'en parlons même pas, ils touchent moins de $100 par mois et ils n'arrivent même pas à nouer les deux bouts du mois. Alors, avec ça, on ne sait pas évoluer et le développement est freiné. Le développement du pays est freiné. Et pourtant, excusez-moi Robin, c'était l'une des priorités du président Félix Tshisekedi quand il a été élu. Oui, les politiciens ici dans notre pays sont bons parleurs, mais ils ne font rien. Ils font semblant d'arrêter un ou deux personnes, des hautes autorités, et puis après, on ne voit plus rien. Oui, enfin, il y a quand même. Vous dites qu'on ne voit plus rien. Il y a quand même eu un procès emblématique, celui de Vital Kamere, ancien directeur de cabinet du président de la République. Il a été condamné tout de même à 20 ans de prison pour détournement de fonds, pour corruption. On parle tout de même de 50 millions de dollars. C'est insuffisant, selon vous, Robin? Non, c'est insuffisant parce qu'on a des informations comme que Kamere ne serait même pas en prison, il serait quelque part en train de se la taper calmement. Oui. Et puis bon, il n'y a pas que Kamere qui a volé. Et les autres, à quand leur procès? À quand le procès des autres, disaient de nombreux Congolais au moment de la condamnation de Vital Kamere. Moumouni Guindo, vous êtes le président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite du Mali. Robin disait, les politiques, ils annoncent des choses, mais finalement, ils n'ont pas vraiment envie de lutter contre la corruption. Concrètement, vous, au sein de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite dans ce pays, de quels moyens disposez-vous pour lutter contre la corruption? Les autorités nous mettent à disposition certains moyens. Nous aurions aimé que les moyens soient plus importants. Mais ceux dont nous disposons nous permet aujourd'hui de démarrer le travail et de faire quelque chose de significatif. Mais concrètement, ça signifie quoi? L'Office a vu le jour en 2017. Vous travaillez avec combien de personnes? Nous sommes un effectif global de 50 personnes. Oui. Même si il est vrai que le personnel technique qui est dédié à la lutte contre la corruption, nous sommes une vingtaine. 20 personnes. Une vingtaine. 20 personnes. Vous avez transmis combien de dossiers à la justice depuis la création de l'Office? Nous avons transmis une dizaine de dossiers à la justice et dont nous savons que certains ont commencé à connaître des développements très importants au niveau de la justice. Mettez-vous à la place d'un auditeur malien qui vous écoute en ce moment, qui dit 10 dossiers transmis à la justice depuis 2017, ça fait peu. Vous savez, les enquêtes financières sont complexes et nous avons compris à l'Office central qu'il faut envoyer à la justice de bons dossiers. Et il ne faudrait pas se laisser enivrer par le nombre de dossiers transmis, mais plutôt travailler avec acharnement à envoyer à la justice de bons dossiers, de dossiers consistants, afin que justice puisse être faite. Cabinet Komara, monsieur le Premier ministre, lorsque vous étiez chef du gouvernement dans votre pays, en Guinée, en 2009-2010, vous aviez suffisamment de moyens à poser sur la table pour lutter contre la corruption? Bien, je voudrais rappeler d'abord un principe, c'est que la plupart des pays africains ont mis sur pied cette structure de lutte contre la corruption. Dans certains pays, ce n'est pas de gaieté de cœur. C'est une résolution des Nations Unies qui a demandé à ce que chaque pays lutte vraiment contre la corruption. Donc, les pays ont décidé de créer. Certains l'ont doté suffisamment, d'autres pas du tout. Même ceux qui l'ont doté ne continuent pas de supporter politiquement. Pour revenir maintenant à votre question sur la Guinée, oui, j'étais Premier ministre dans un contexte d'exception. Et cette période a été marquée par deux grandes luttes. La lutte contre la drogue, qui est un des facteurs qui soutient la corruption, mais également la saisie de dossiers emblématiques, parce que la Guinée était devenue, à partir de 2008, vraiment un pays où tout était permis. Et donc le régime militaire a estimé qu'il fallait marquer les esprits. Et je crois qu'il y a eu de gros dossiers. Et ensuite, il y a une audit qui a été conduite.
et qui a abouti à des dossiers qui ont été par la suite communiqués au gouvernement suivant. Saleh Kebzabo, au Tchad, vous me regardez avec un sourire. Il y a eu des institutions, des organismes créés pour lutter contre la corruption? Au Tchad, il n'y a pas d'organisme comme chez vous. Et donc, c'est au bon vouloir du prince. Lorsque quelqu'un doit être poursuivi, mais la justice reçoit un dossier, le complète, entame les investigations pour aboutir à quelque chose ou pas. N'aboutit en général à rien du tout. Il n'y a pas dans une prison tchadienne aujourd'hui quelqu'un qui a été condamné pour vol, pour corruption, il n'y en a pas. Ce qui est quand même extraordinaire. Parce que tout le monde sait que depuis 2003, où on a commencé à engranger les revenus du pétrole, il y a eu des sommes extraordinaires qui ont été engrangées et qui ont amplifié la corruption, les détournements et autres pratiques au Tchad. Vous avez eu l'occasion à plusieurs reprises d'interpeller les autorités en leur demandant mais où est passé l'argent du pétrole? Au moins ça, on le fait. On le fait, mais on n'a jamais de réponse. On vous répondra par exemple, oui, mais pendant les campagnes électorales, qu'on a 3000 km de route. Mais je leur rétorque de quelle qualité? Quand sur une route bitumée, vous devez faire du 15 ou 20 à l'heure, ça veut dire qu'il y a un problème. On repasse au standard. Vous savez qu'en matière de route, par exemple, ça je l'ai appris quand moi j'étais au gouvernement, lorsqu'on détermine la largeur de la route et la profondeur des travaux à faire pour avoir une bonne route bitumée, c'est là-dessus que certains détournements se font. Il suffit qu'on diminue la largeur de la route de 10 cm. Regardez sur 5 km ce que ça donne. Évidemment. Vous voyez ce que ça peut faire comme effet pervers sur le développement. Autre réaction au standard, celle de Magloire. Il est à Bangui, en Centrafrique. Bonjour Magloire. Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI. À l'instant, Saleh Kebzabo, député tchadien, disait mais où sont passés les milliards générés par le pétrole dans son pays? Vous demandez où sont passées les aides au développement versées par la communauté internationale? Nous nous posons bien cette question, Juan Gomez, à partir du moment où les aides au développement sont annoncées, très souvent. Il y a des dettes qui sont contactées par les États africains d'une manière générale et puis pour la République centrafricaine aussi. Mais on a du mal à voir la réalisation en termes du développement, du bien-être de la population, en termes d'infrastructures routières, l'amélioration de la fourniture d'électricité, la bonne fourniture d'eau courante, etc. etc. Ouais. Vous voyez, ce sont ce genre de questions que nous nous posons. Et forcément, il y a détournement, selon vous, Magloire. Il va sans dire qu'on doit se poser des questions si ces fonds qui sont alloués parfois par la voie des aides au développement ou alors ce sont des subventions qui sont octroyées à nos États, mais qui ne se traduisent pas dans les faits, Juan Gomez. Il va sans dire que ces sous sont orientés ailleurs. C'est des détournements, il faut dire les choses clairement. Oui. Je voudrais interpeller Monsieur le Premier ministre de Guinée, Cabinet Comara. Vous étiez aux affaires en 2009-2010. Est-ce que vous aviez moyen, vous, à votre niveau, de tracer l'argent versé justement par l'Union européenne, par les États-Unis? Est-ce que vous aviez moyen d'engager une traçabilité de cette aide au développement? Bien, je dois dire que malheureusement, j'étais premier dans des périodes d'exception, donc la Guinée était sous sanction. Cependant, j'ai eu le plaisir, l'occasion d'être banquier moi-même. Donc, dans certains pays où nous accordions des prêts, nous tenions, compte tenu du niveau de perception de la corruption, à faire en sorte qu'il y ait vraiment une sorte de scrutateur qui soit collé à l'exécution du projet, de façon à ce que les fonds ne soient pas détournés. Mais ce n'est pas toujours facile, puisque les gouvernants, parfois, pour des raisons politiques, ils vous changent le responsable du projet, ou pour d'autres raisons, ils font arrêter le projet, ils l'orientent ailleurs, ce qui fait que très souvent, vous pouvez malheureusement aboutir à des résultats contraires. Bien. On va donner la parole à Clément, justement, il est au Tchad. Bonjour Clément. Bonjour M. Juan et bonjour à l'invité. Nos invités qui vous écoutent attentivement, vous souhaitiez témoigner justement de la situation dans votre pays? Oui, en fait, la situation de la corruption, il faut dire que au Tchad, c'est vraiment pas une priorité. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Les textes probablement existent, mais je ne vois pas trop de volonté. On a par exemple au Tchad créé l'inspection générale d'État qui normalement est la structure qui gère un tout petit peu le contrôle et puis la gestion des institutions et
des ministères, mais dans la pratique, elle n'est qu'une institution politique pour juste parfois régler des comptes politiques à des personnes qui pourraient prendre leur indépendance par rapport au pouvoir ou par rapport à la situation. Donc, sur le fond, je pense que dans beaucoup de pays, c'est comme ça. Ce sont des institutions qui sont juste liées au gouvernement, au pouvoir, qui n'ont aucune indépendance et qui sont envoyées en mission pour aller trouver des choses sur un opposant ou quelqu'un qui commence à prendre de l'indépendance. Alors, vous savez, Clément, puisque vous parlez du Tchad, je vais donner la parole dans un instant à Saleh Kebzabo, mais vous interpellez indirectement Moumouni Guindo, le président de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite ici au Mali. Êtes-vous indépendant? Votre institution est-elle indépendante ou dépend-elle d'une certaine façon de la présidence? Nous sommes indépendants. Fonctionnellement, nous sommes indépendants. Les instruments internationaux exigent pour l'indépendance que la société civile et le secteur privé soient partie prenante. C'est que le Mali a appliqué. Et donc, nous sommes une instance collégiale et nous avons une moitié, donc 6 qui représentent l'État et 6 autres qui représentent la société civile, le secteur privé et d'autres acteurs. Tout ceci pour démontrer l'indépendance fonctionnelle afin que nos décisions soient prises, certes collégialement, mais en toute indépendance. Saleh Kebzabo, allez-y. Est-ce que vous vous autosaisissez ou bien vous êtes saisi? Nous autosaisissons. Nous sommes saisis par autosaisine, nous sommes saisis par des dénonciations, nous sommes saisis également. Ce sont les 2 principaux moyens de saisine. Saleh Kebzabo, Clément parlait du Tchad, vous êtes député tchadien, il citait l'inspection générale des finances qui est directement rattachée à la présidence. Est-ce que ça ne pose pas de problème tout de même? C'est l'inspection générale d'État. L'inspection générale d'État. Théoriquement, ça ne devrait pas poser de problème puisque c'est une volonté politique qu'on voudrait ainsi réaliser en mettant en place une inspection générale qui doit donc faire des contrôles un peu partout. Mais là où il y a un problème, c'est que la mission n'est pas spécifique, elle est large. Et donc, par conséquent, cette inspection générale peut s'autosaisir pour un contrôle, par exemple, inopiné dans un ministère ou dans un organisme d'État. Mais les rapports, en général, reviennent à la présidence. C'est là où il y a un problème. Et lorsque l'action de la justice est enclenchée, à tout moment, elle peut s'arrêter. Et c'est le cas. Mais vous savez que tout cela est vraiment cynique et pernicieux. Le pouvoir dispose là d'une arme contre aussi bien ses partisans que ses adversaires. Et donc vous avez ceux que nous appelons tous les potentiels prisonniers, par exemple, des gens dont on sait qu'ils ont volé, ils ont détourné, ou ils ont été arrêtés, on les a libérés, ou c'est de l'autorité publique qui l'ont fait, mais ils l'ont pas arrêté, on ne les a pas arrêtés. Et donc, ils sont dans une situation où ils doivent rendre service au pouvoir, où ils doivent faire très attention, militer activement auprès du pouvoir pour échapper à la justice. Cabinet Comara, la lutte contre la corruption, moyen justement de mettre des bâtons dans les roues à certaines personnalités politiques? Je confirme absolument. Très souvent dans certains pays, quand vous avez un adversaire politique qui vous semble, en tout cas, capable de vous inquiéter, soit on met des bâtons dans les roues, des soutiens économiques, par exemple en commanditant des audits ou un contrôle fiscal, ou tout simplement on fait courir du bruit. Et je connais beaucoup de pays où vraiment la campagne des opposants s'est arrêtée net par le fait que leur soutien, leurs armes, leurs moyens ont été inquiétés. Et d'autres ont dû finalement quitter le pays parce que tout simplement la menace était telle qu'il fallait absolument jeter l'éponge.